Merci au Welcome City Lab de nous accueillir. C'est Léa qui a accompagné gentiment le mouvement. Et donc, il faudra remercier Laurent, peut-être qu'il viendra à la fin de notre temps d'échange. Voilà, moi je suis Emmanuel Dupart, directeur délégué de France Congrès Événements, et je suis accompagné de Bénédicte Le Thor, qui a en charge chez nous la partie qualité, RSE et innovation. On trouve que les trois sont assez complémentaires et on y trouve beaucoup de cohérence. Après, on pourra évidemment reparler sur le fond et la forme. On a, puisque je suis sur la présentation du champ d'action, plus particulièrement de Bénédicte, on a commencé à travailler dès 2009 sur la question de la RSE. C'est venu juste après la qualité, parce que France Congrès Événements était déjà bien engagé dans la démarche qualité. On verra quelle forme ça prend après. Et l'innovation, on y travaille de façon beaucoup plus structurée. C'est-à-dire que l'innovation, au travers des territoires que nous représentons, elle est à peu près partout. Plus ou moins à grande vitesse et plus ou moins dans les formes de tourisme, mais évidemment, elle était surtout à structurer. Donc, on vous en parlera là aussi plus spécifiquement. Donc, moi, l'organisme que je représente, c'est un réseau de 50 villes et métropoles qui se développent économiquement et qui développent leur image par l'accueil et l'organisation d'événements. Alors, ils sont soit, et plus particulièrement à vocation professionnelle, soit mixte. Et on s'intéresse, et là je vous en parlerai parce que ça fait partie des faits marquants pour nous en 2015, on s'intéresse de plus en plus aux grands événements aussi, puisque les grands événements sont et porteurs économiquement et ce sont des vecteurs d'image évidemment et de rayonnement très importants. Voilà, donc fait marquant au niveau du réseau cette année, il y a celui-ci qui nous a donc amené à ouvrir notre champ d'action à toute la partie événements, qui était jusqu'à présent existante, mais de façon plus officieuse et induite. France Congrès, c'est un réseau associatif qui existe déjà depuis pas mal de temps. Il est né en 65, avec une dizaine de villes qui sont toujours là, les principales, celles qui sont particulièrement actives historiquement sur ce marché du Congrès, et qui ont souhaité assez vite mutualiser. Alors la question et la problématique première qui était celle de l'investissement dans les lieux, mais on y reviendra parce que c'est un sujet qui évidemment nous intéresse toujours. Et la question de mutualiser également les clients. Voilà. Donc comment on peut partager, comment on peut faire tourner de façon intelligente les clients et en particulier les responsables, sociétés savantes, du médical, du scientifique, qui ont l'habitude, ou tout type de profession, qui peuvent, au travers de leur fédération, organiser des congrès annuels ou tous les 2 ans, ou je ne sais encore à quelle fréquence. Donc l'idée d'avoir un portefeuille en commun et d'arriver à traiter les choses de façon partagée et intelligente. Donc ça a commencé comme ça. Je vous dis un petit mot d'histoire, mais je vais aller relativement vite. Alors ça s'est étoffé après. Au fur et à mesure, et surtout un grand vent de développement peut-être un peu excessif, maintenant avec le recul on pourrait presque le dire, puisque entre 80 et 2000 on a construit en France 80 centres des congrès. Alors je le prends volontairement par l'entrée de l'équipement, mais vous verrez que notre développement nous a amené à le travailler à une autre échelle, parce que l'échelle n'est plus seulement celle de l'équipement, ça ne suffit plus. Donc entre 80 et 2000, 80 équipements construits nouvellement, donc ça fait une moyenne de 4 par an, des engagements publics d'un point de vue financier très très importants. Ces équipements existent toujours aujourd'hui. Alors ils ont soit été, pour certains d'entre eux, réhabilités, rénovés, remodernisés, et dans d'autres cas un peu moins. Et évidemment, ça fait des équipements plutôt en souffrance, avec des territoires qui du coup ont un peu de mal à les vendre. Ce que je vous propose, et puis alors voilà, donc juste pour terminer sur ce petit mot d'historique, alors évidemment là le réseau s'est étoffé considérablement parce que comme on sait le faire, ou on a su le faire en France, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on s'est dit, comme les piscines et les cours de tennis, on va faire des centres de congrès un peu partout, sauf qu'on ne s'est pas posé la question du marché.
Et on ne s'est pas posé la question de l'offre dans sa globalité, c'est-à-dire les hôtels aussi qui peuvent supporter la capacité d'accueil, des dispositifs qui vont bien avec, la commercialisation, ça ne se fait pas tout seul. Voilà, donc on a forcément un réseau qui s'est étoffé par la force des choses, avec des élus qui sont venus chercher effectivement des relais en termes de promotion, de communication, qui sont venus aussi pour pouvoir travailler à une meilleure évaluation des retombées aussi générées par l'accueil des manifestations. Et ça, c'était pas un moindre mal, parce qu'il y a même des maires qui ne sont pas repassés politiquement parce qu'ils avaient fait des choix très importants en termes d'investissement, et des investissements colossaux qui n'étaient pas compris par les contribuables. Et donc ça leur a valu, dans certains cas, leur place. Donc il y a eu tout un travail finalement d'argumentaire à créer, et une offre à étoffer, des voies de développement nouvelles. Et donc on voit bien que c'est évidemment pas artificiel et qu'on ne peut pas créer un centre des congrès partout où on le veut. C'est toujours un message que l'on porte. Il est évidemment argumenté du mieux que possible quand on a en face de nous des collectivités qui veulent se lancer. Mais on n'est pas toujours écouté. Voilà, c'est comme ça. En tous les cas, on décourage un certain nombre de projets, on en encourage d'autres dans certains cas. Tout dépend de la physionomie, de la configuration, de la capacité aussi des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à s'engager, à structurer leur développement. Quelle est la vision, vers quoi ils veulent tendre, quel est le marché, comment ils vont faire venir les investisseurs. Voilà, donc c'est quand même plusieurs sujets à la fois, plusieurs enjeux à la fois. Mais on se rend compte qu'effectivement, encore sur certaines places, des investissements naissent avec aucune garantie d'être pérennisés, clairement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, peut-être avant de rentrer dans le détail de notre action, c'est de vous parler un petit peu de l'activité. Voilà, c'est en quelques chiffres l'activité. Après, on peut rentrer dans le détail. Voilà, donc la filière. Alors, on ne parle pas seulement des congrès, mais bien qu'on arrive à évidemment quantifier ces derniers en tant que tels. Donc, c'est 1100 foires et salons et 2800 congrès à peu près par an en France. La partie internationale, c'est à peu près 3-4% d'international sur la partie foires et salons. C'est peu, les foires en général, elles sont rarement internationales. Il y en a quelques-unes qui sont emblématiques, comme celle de Paris, mais bon, les salons, voilà, c'est en gros à peu près cela. Et 2800 congrès par an, c'est 20% de congrès internationaux sur les 2800. Le nombre de visiteurs, voilà, à peu près 24 millions de visiteurs et 225 000 exposants pour la partie exposition, et 1,6 million de congressistes. Alors ce sont des chiffres qui ont qui ont quelques années, mais sur lesquels les principaux acteurs de la filière s'entendent. Donc c'est déjà important que les différents protagonistes puissent parler d'une seule voix et mettre en avant des chiffres sur lesquels ils sont d'accord. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, ces chiffres-là, on les partage. Et puis en termes de retombées, là j'en ai parlé dans mon propos introductif, ça nous intéresse évidemment beaucoup de savoir ce que ça peut rapporter au territoire et à la destination France. Donc vous voyez qu'on atteint des chiffres quand même assez importants. Ça c'est hors fiscalité, si on y ajoute la fiscalité, TVA et autres, c'est évidemment très important. Donc 7,5 milliards donc c'est toute activité confondue, foire, salon, congrès. Attention, on ne parle que des congrès associatifs. On n'a pas la partie réunion d'entreprise. Donc on voit bien que le chiffre pourrait être beaucoup plus important si on y ajoutait les réunions d'entreprise. Et 120 000 emplois, ça se décompose de la façon suivante, à peu près 90 000 sur la partie foire-salon et 30 sur la partie congrès. Et sur les investissements qui ont bien repris, parce qu'il y a eu quand même un creux de la vague sur les dernières années, 214 millions d'euros d'investissement pour rénover ou créer de nouveaux équipements quand c'était justifié. Et on a à peu près une centaine de sites aujourd'hui. Alors là, quand je parle de centaines de sites, on va dire que c'est plutôt sur la partie congrès. C'est davantage quand on intègre aussi l'expo. On double quasiment ce chiffre avec les équipements type centre Parc Expo.
Et la France, et là c'est uniquement vrai pour le Congrès en tant que tel, est 5e. C'est une position plutôt constante. L'année dernière, en 2013, on était 4e. Là, sur les chiffres 2014, on est 5e. C'est le classement d'une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle ICA, International Congress and Convention Association, et qui est une des principales organisations dans le monde pour nos métiers et qui tire un classement autant par pays que par ville. Les autres villes françaises qui tirent leur épingle du jeu, vous avez Marseille, qui est bien monté dans le classement, et puis ensuite vous avez Lyon, après Toulouse, Bordeaux, et après on suit. De toute façon, ce sont les principales métropoles françaises. Marseille est bien monté dans le classement 2015 sur la base de l'activité 2014. D'une part parce que effectivement, vous savez que la métropole est a quand même le vent dans le dos, et aussi parce qu'ils ont rapproché leur activité de celle d'Aix-en-Provence. Et donc, comme c'est un recensement qui doit se faire sur le nombre de congrès accueillis, y compris les congrès universitaires, ça a quand même joué beaucoup et ça a eu un effet positif pour eux. Et puis Paris, bravo Paris, la capitale qui est revenue à la première place pour l'accueil des congrès associatifs internationaux depuis 3 ans. Voilà, c'est une place qui se joue avec notamment Barcelone et Vienne. Vous pouvez m'arrêter si vous avez des besoins de compléments ou que je détaille certains chiffres. N'hésitez surtout pas, parce que là, en plus, on a la chance d'être en proximité, donc c'est le bon moment. Nice, ils reviennent. Voilà. En fait, il y a eu... Non, mais ils sont toujours... ils sont dans les 120... Nice est dans les 120 premières villes mondiales. Mais il y a eu... quelques années sans un effort conséquent, et on a vu malheureusement les effets. Alors c'est bien repris en main, c'est bien relancé depuis 3-4 ans, solidement même, et c'est vrai que ça leur permet de revenir sur des meilleures places. Voilà, ça c'est un petit résumé de l'activité. Alors j'ai focalisé sur le congrès, on a aussi des chiffres sur les salons. Ces premiers chiffres, c'est un bis repetita de ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, vous avez quand même 56% de la dépense, et ça c'est quand même pas anodin comme faits qui sont liés à la fréquentation des étrangers. En volume, c'est 22%, mais c'est 56% en valeur. Donc s'il en était besoin... viser un maximum l'internationalisation, c'est quand même, c'est toujours mieux. 30 000 emplois temps plein, je l'ai dit tout à l'heure, on n'y revient pas. Et sur les dépenses, s'agissant des congressistes, on est à peu près sur une dépense moyenne jour 400 € pour les étrangers et 200 € pour les Français. Ça intègre le transport d'acheminement. Voilà. La durée moyenne de séjour, comme vous le voyez, donc elle est de 4 jours à peu près pour les étrangers et un peu plus de 2 jours, 2,5 pour les Français. Et sur la prolongation du séjour, c'est quand même un petit peu en perte de vitesse. Il y a eu de très très grandes années, mais ça nous amène à 10, 15 ans en arrière, où le temps est un petit peu moins compressé. On ne fonctionnait pas tout à fait de la même façon. Les moyens étaient certainement financiers un peu plus au rendez-vous. Et dans le cadre des congrès, on prolongeait ou on venait un peu plus avant ou un peu plus après le temps de la manifestation. Alors, c'est un peu moins vrai pour Paris et dans une moindre mesure pour la Côte d'Azur. Parce que quand on vient de loin, quand même, on n'est pas sûr de revenir un jour, quand on est professeur, médecin ou je ne sais quelle autre profession venant d'un pays lointain. Donc on profite quand même de ce séjour professionnel pour découvrir la destination. Oui.
Alors, Marseille, on a parlé de Marseille, qui est quand même un exemple remarquable, mais qui vient du fait qu'ils aient pris plus largement et plus globalement leur destin en main. Hein. Il y a une vraie volonté de redorer l'image de la ville, de la positionner comme une métropole européenne forte. Il y a eu quelques tournants avec notamment le Congrès mondial de l'eau qui ont été des éléments déclencheurs. Après, évidemment, il y a la capitale européenne de la culture. Donc, ce sont des éléments qui sont pour eux des accélérateurs. Donc, avec des investissements quand même assez colossaux qui se chiffrent en plusieurs centaines de millions d'euros pour réorganiser la ville, la rendre beaucoup plus belle, fluidifier ce qui doit l'être dans les circulations. Enfin bon, je pense que vous aurez peut-être la chance de retourner à Marseille, ou vous l'avez peut-être vu par différents médias, et ça a changé considérablement. Après, il y a une ville comme Lyon qui était déjà bien positionnée sur ce marché, mais qui a fait un magnifique travail dans un autre registre sur le marketing territorial, et qui, du coup, sort quand même du lot maintenant de bonne façon. Et j'ai vu récemment un classement IBM sur les principales métropoles mondiales, et ils sont bien placés. Voilà, donc après, il y a d'autres exemples. Toulouse également fait partie... ouais. Voilà, alors là, c'est une petite carte pour vous donner l'information précise de qui est présent dans le réseau France Congrès événements. Donc vous voyez qu'il y en a un petit peu partout en France. Il y a différentes tailles de territoires. Ils n'ont pas les mêmes atouts à faire valoir les uns et les autres, pas nécessairement un ADN touristique marqué dans certains cas. Donc on voit bien que, et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse dans l'approche qui est la nôtre, c'est clairement la question proprement dite d'une capacité à accueillir les événements, je dirais dans un registre très technique, c'est une chose. Et on peut toujours s'améliorer. Et évidemment, il faut choisir les bons relais, choisir la bonne voie de l'investissement. Enfin, voilà. Mais ce qui est important, et ce à quoi on attache de plus en plus d'importance, c'est finalement ce qu'on appelle le hors les murs. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va se passer au niveau de la ville et sa capacité à se mobiliser, à s'organiser pour être en capacité d'accueillir des événements de plus en plus importants pour elle, soit parce que c'est des événements forts en taille, parce que soit ça va être en notoriété, soit parce que ça va être un élément qui va lui permettre d'illustrer sa compétence, dans certains cas, en lien avec une filière d'excellence ou un pôle de compétitivité. Nous, on a par exemple travaillé en 2010, on a fait une étude assez complète. C'était une voie nouvelle, mais qui nous semblait assez intéressante, et certains y sont allés gaiement. C'était l'idée de voir dans quelle mesure les pôles de compétitivité et plus largement les filières d'excellence il y avait des synergies possibles entre nos activités qui représentent un média en quelque sorte. C'est-à-dire quand on réunit des compétences, d'une certaine façon, on peut faire valoir les avancées de ce pôle de compétitivité ou cette filière d'excellence. Donc il y a un travail de valorisation de ce qui peut se faire en local. Et donc voilà, donc ça a fait son chemin, ça continue parce que ce sont des logiques territoriales qui intéressent toujours. Donc par exemple, Lille le fait avec un salon qui s'appelle le salon e-trans. Enfin, c'est un pôle spécialisé dans le ferroviaire. Ils ont créé un rendez-vous, un événement en tant que tel, qui est un événement important. Et puis il y a plein d'autres exemples comme ça qui sont en lien avec les racines, avec la réalité économique du territoire. Voilà, donc là vous avez alors l'objectif, il est là formulé de façon très général, c'est faire de l'activité des rencontres professionnelles et événements un axe fort de développement économique et de rayonnement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis c'est de donner de l'attractivité et de la compétitivité à nos territoires et plus largement à la destination France. Voilà, en résumé, en un seul coup d'œil, le champ d'action qui est le nôtre. La partie, donc ce que je vous disais de notre périmètre,
On s'intéresse évidemment au site, à la ville, mais ça doit fonctionner nécessairement avec les organisateurs, les clients et la filière. Voilà. Pour ça, tout à l'heure, j'ai commencé à vous donner quelques éléments chiffrés, quelques indicateurs sur la filière. Et tout ça doit fonctionner ensemble. Il n'est pas question, évidemment, de s'occuper uniquement de développer, d'améliorer ce qui doit l'être au niveau local, dans une ville, si c'est évidemment pas logiquement connecté à la réalité du marché et encore moins aux préoccupations de la filière qui pousse, je veux dire, il y a plein de sujets sur lesquels on agit avec des organisations comme l'UNIMEV et d'autres encore. L'idée étant d'arriver à montrer le poids économique de et les enjeux de cette activité. Alors les interactions, elles sont importantes pour nous avec tout ce qui est marketing territorial, mais dans ce que je vous ai déjà dit, vous avez compris que ça ressortait pas mal. Donc on a parlé du tourisme, parce que nécessairement, la plupart de nos villes sont plutôt déjà organisées, ont déjà une offre touristique qui, dans certains cas, mérite encore d'être développée, améliorée et être davantage mis en musique. Mais ça aide quand même. Voilà, l'attractivité touristique aide à faire venir des manifestations professionnelles, même si ça ne se travaille pas, évidemment, de la même façon. Et puis le numérique, on rentrera davantage dans le détail tout à l'heure avec Bénédicte, et notamment pour vous parler de la façon dont on le vit. Alors c'est à l'intérieur de l'axe innovation, parce que pour nous, évidemment, il n'y a pas que le numérique, mais c'est quand même un vecteur très, très, très fort. Et puis la RSE, puisqu'on a, et on pourra l'illustrer un petit peu plus tard, fait un travail de fond sur ces sujets-là. Alors nous, ça passe par un accompagnement, et là on en revient du coup davantage aux équipements, type centre des congrès et autres. On accompagne concrètement les directions générales et les équipes dans tout ce qui est certification. Donc vous en connaissez quelques-unes du type ISO 9001, 14001, et puis on a créé notre propre référentiel France Congrès Événements, qui est un référentiel certifiable par tiers, de la même façon que les ISO, et qui donc couvre les 3 piliers de la RSE. Et donc ça, c'est aujourd'hui, pour parler chiffres et concrètement, quand on a commencé à travailler ces sujets-là, on était à 33% à peu près d'équipements certifiés, engagés et certifiés, et on est à 55% aujourd'hui, quelques années après. Donc ça progresse. On aimerait évidemment que ça aille beaucoup plus vite, mais ça passe souvent par les directions générales qu'il faut convaincre. C'est pas toujours des chantiers simples. Ça amène quand même quelques remises en question et révisions dans la façon de manager, d'ouvrir davantage et de partager un certain nombre de sujets en interne. Ça pose aussi la question de la relation au marché, les clients. Donc ils sont à l'intérieur de toutes ces certifications prises en compte. Voilà, donc en fait on fait ce travail concrètement d'accompagner. Sur la totalité. Ou sur différents types d'ISO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, et maintenant on a aussi ISO 20121 avec la Ball Atlantia, qui est le premier centre de congrès certifié ISO 20121. C'est le référentiel spécifique de l'événementiel en fait. Voilà, ça presse. Voilà. Et puis, vous l'avez bien compris, on suit de très près et on essaie d'aider à activer, à multiplier les effets produits par un certain nombre de développements que peuvent connaître les villes qui sont dans le réseau. Donc évidemment, ça passe par l'implantation d'une entreprise, ça passe par la création d'un événement qui sera peut-être un petit peu moins à vocation professionnelle, peut-être plus à vocation culturelle, mais qui va servir l'intérêt du territoire qui est concerné. Donc tous ces effets sur l'image, sur la dynamique générale nous intéressent. Et voilà, vous l'avez bien compris,
c'est vraiment un écosystème particulièrement vivant et on vit, on évolue et on valorise ce qui doit l'être à l'intérieur de chacun des écosystèmes. Alors ils sont plus ou moins, selon la taille de la ville, selon l'engagement politique, selon les choix, c'est plus ou moins conséquent et étoffé, mais c'est très important pour nous de trouver un maximum d'interaction. Voilà. On y est hors de question dans notre philosophie d'action d'isoler totalement nos sujets du reste, parce que voilà, c'est à notre sens un petit peu court comme façon de faire. Et les villes nous attendent de plus en plus aussi sur ces sujets-là. On voit bien de toute façon que les politiques conduites, qu'elles le soient avec les entreprises le plus souvent ou avec les collectivités seules, voilà, amènent à travailler sur différents leviers à la fois. Et l'idée, c'est clairement de placer nos sujets comme voilà, un levier majeur. Et voilà, dans la plupart des cas, on y parvient. Pardon, je vais peut-être juste vous parler un tout petit peu quand même de ce que le regard macroéconomique, vous avez bien compris que ça venait compléter ce que je vous avais dit. Alors sur la partie action en tant que telle, donc les congrès événements, ça c'est le périmètre. Toujours dans une démarche prospective, pour nous c'est très important d'arriver à lui donner la dimension que méritent ces sujets. Donc voilà, c'est quelques exemples qu'on a cités là. Donc les filières d'excellence, je vous en ai parlé, je ne reviens pas dessus. La Smart City, c'est voilà, c'est un sujet très important que l'on suit, dont on s'imprègne pleinement. Et d'ailleurs, à ce titre, on a eu des travaux assez pointus en la matière en juin dernier à la Gaîté Lyrique. Et on avait fait venir quelqu'un que vous devez forcément connaître, vous avez entendu parler, qui s'appelle Carlos Moreno, qui est un des spécialistes aujourd'hui de la Smart City. Et voilà, c'était là aussi très intéressant et ce sont des personnalités et des influenceurs qui nous accompagnent aussi sur nos sujets. La révolution digitale, là aussi, on vous l'illustrera concrètement, qui passe voilà, par l'innovation et Innovantech. Donc je ne vais pas trop en parler tout de suite, mais ce qu'on souhaitait, c'est voilà, pouvoir avancer avec les entreprises innovantes. Il y a beaucoup de ressources, de compétences, d'idées, de solutions nouvelles qui s'offrent à nous. Et on considère que là aussi, c'est de notre responsabilité voilà, d'amorcer d'une part, d'initier, mais aussi de réunir les conditions pour que ces entreprises type start-up qui s'engagent puissent le faire avec une bonne connaissance du marché, et ça on considère l'avoir plutôt bien, et puis de pouvoir aussi voilà, leur ouvrir le marché. Et donc ça fait partie de nos premières motivations. Ensuite, on a la qualité de développement durable, je ne reviens pas dessus. L'investissement, on a cité quelques chiffres tout à l'heure très importants. Bon, c'est pas un sujet très facile, hein. D'abord parce que non pas seulement parce que l'argent vient à manquer, parce que ça, je pense que quand le projet est bon, quand on fait la preuve économique, on arrive toujours à mobiliser des fonds. Mais c'est surtout parce qu'il faut pas, on a pour le coup plus du tout la possibilité de se disperser. Donc d'une certaine façon, c'est plutôt bien parce que ça amène à être plus exigeant et resserrer en quelque sorte les choix et les priorités. Mais c'est pas toujours bien entendu. Voilà, donc ça c'est un sujet qu'on suit de très près. Donc on est amené auprès de nos membres voilà, à les conseiller dans la limite évidemment de nos moyens. En tous les cas, les orienter sur une bonne connaissance du marché, sur ce qui va faire que leur développement va être bien orienté ou pas, est-ce qu'ils doivent effectivement viser un marché interrégional dans davantage de proximité, ou est-ce qu'ils doivent se lancer au national ou directement plus en ouvrant à l'Europe. Donc voilà, ce sont des conseils. Et puis on est amené quand même à travailler aussi avec eux sur tout ce qui est évolution de la configuration des lieux. Voilà, on a un exemple ici d'un incubateur, mais c'est clair qu'on a toute une nouvelle génération de participants à des événements
qui n'ont pas du tout envie de vivre l'événement comme moi-même je l'ai vécu, et vous également pour une partie, et encore les générations précédentes. Donc on est obligé d'anticiper et les effets sur le dessin, sur la forme des lieux, en sachant qu'on a certainement moins besoin qu'avant d'une plénière gigantesque, par exemple. Donc les capacités en plénière vont au mieux stagner, voire diminuer. Et par contre, ce sera sûrement au profit d'espaces plus informels, plus conviviaux, et on va créer du service beaucoup à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'il faut, dans la mesure du possible, c'est faire comprendre aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, que l'équipement ne peut plus être un lieu à part et isolé du reste. Ça doit forcément être un lieu complètement intégré dans la ville, un lieu la plupart du temps public, ou en tous les cas qu'on puisse fréquenter, traverser. Donc ça veut dire du service. Et puis en plus de ça, dans l'évolution du modèle économique, on peut tout à fait imaginer que ça aille dans le bon sens, puisque ça peut générer des recettes. Et puis c'est la possibilité aussi de jouer sur la donne culturelle, la donne spectacle. Alors, on a déjà des centres des congrès qui jouent, qui ont un volet culturel et spectacle important, mais il faut aller encore au-delà. Voilà. Donc ça, c'est aussi une trajectoire qui nous intéresse et qui est très importante, parce qu'il ne faut pas se rater. On est amené à discuter régulièrement avec des organisateurs, un petit peu plus l'entreprise pour ces sujets-là que l'associatif. Et beaucoup nous disent, mais moi, je ne vais plus dans les centres de congrès, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Voilà. Je ne devrais pas dire ça, mais on est avec une nouvelle génération d'entrepreneurs, on cherche des lieux décalés, donc de la surprise, du confort, évidemment, de la sécurité, mais aussi quelque chose qui soit peut-être un peu moins solennel. Donc il faut savoir aussi écouter les signaux pas si faibles que ça, mais ça en fait partie, quoi, voilà. Le développement digital et viral, là, je ne m'étendrai pas dessus, on est tous concernés. Après, on y répond de différentes façons et plus ou moins rapidement, mais c'est une évidence. Et le marketing, évidemment, qui est aussi notre réalité de tous les jours, hein, avec d'un côté l'entreprise et de l'autre l'associatif, qui ne se travaille pas du tout de la même façon, hein. Dans un cas, dans le premier cas de l'entreprise, on est sur des cycles courts, hein, la plupart du temps. C'est même maintenant beaucoup de dernières minutes. En revanche, sur l'associatif, on est sur des temps un peu plus longs où d'abord, il faut aller gagner un certain nombre de congrès. C'est des congrès qui rapportent beaucoup d'argent. Voilà. Ce sont des congrès qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a encore beaucoup de congrès qui sont porteurs d'un point de vue économique, donc qui sont souvent chassés par beaucoup de villes, pas seulement françaises. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que non seulement il faut avoir un très bon dossier de candidature, mais il faut avoir la capacité à le relayer, ce dossier de candidature, en ayant identifié des ambassadeurs qui vont aller, par exemple, un professeur de médecine qui est sur votre territoire ou pas très loin, et qui lui-même est impliqué dans le fonctionnement d'une association médicale, qui est dans le board de l'association, et qui va avoir cette capacité, en quelque sorte, à dire, moi, le congrès de 2028, je peux l'accueillir à Lyon ou à Marseille ou je ne sais où, et avec l'équipe du bureau des congrès, il y a un rapprochement qui s'opère quand c'est bien fait. Mais je sais par exemple qu'à Paris, ça se fait très très bien, ça. Il y a une identification préalable et ensuite il y a une mise en relation et le bureau des congrès accompagne le professeur ou le président, le secrétaire général, le membre influent, on va dire, pour aller porter les couleurs et défendre la capacité de la ville en question à accueillir donc le congrès. Voilà. Et ça, c'est l'équivalent, évidemment, dans une dimension un peu moindre, mais c'est l'équivalent, encore que pour des grands congrès, on puisse faire un rapprochement. Le rapprochement n'est pas trop posé quand on parle de grands événements sportifs type JO. Il y a des congrès comme celui de la cardio,
pour ne citer que celui-ci qui est venu il y a quelques années à Paris, qui a été fort réussi. Eh bien, ça c'est ça. Tout le monde se bat comme un dossier de JO ou je ne sais quel autre grand événement, parce que les effets directs au plan économique sont très très conséquents. Voilà. Donc c'est un exemple pour vous dire que la concurrence est rude sur ce marché des congrès, et en particulier des grands congrès internationaux. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets que l'on aborde et sur ce qui fait notre périmètre d'action? Non? Alors, qui sont les interlocuteurs de France Congrès Événements? Il y en a plusieurs, puisque vous avez vu qu'on travaillait avec les équipements, qu'on travaillait avec les villes, qu'on travaillait avec les clients. Donc là, vous avez, avec la petite liste, un résumé de ceux avec lesquels on travaille. Donc les élus, d'une part nécessairement, parce que je rappelle quand même que les collectivités sont à l'origine à près de 90% de l'investissement dans les équipements, dans les infrastructures, dans un type centre de congrès et autres. Après que ce soit mis en gestion par des privés, c'est une chose. Il y a donc une délégation. Mais en revanche, à l'origine, l'investissement, il est choisi et porté par l'investissement. Voilà, c'est à près de 90% par les collectivités. C'est pas vraiment une tendance qui change. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle ça intéresse directement les collectivités. Et puis tout ce que je vous ai tout ce que j'ai pu pointer tout à l'heure en termes d'effets économiques, d'image. Voilà, là on est dans une logique de territoire, de marketing territorial. Quand c'est bien fait, quand c'est bien pensé, c'est un vecteur de développement, de rayonnement. Et il faut que ce soit activé comme tel. Voilà, et alors donc les collectivités, c'est aussi évidemment le versant administration, puisqu'on est amené aussi à parler avec les directions économiques, toutes celles qui sont amenées à constituer des projets, des programmes pour améliorer le développement de cette activité en local. Direction des centres ou bureaux des congrès, juste un petit, vous distinguez sûrement les deux, mais le centre, c'est l'équipement, c'est l'infrastructure, ou palais des congrès, tout dépend des villes. Et le bureau des congrès, il peut être ou non rattaché à un office de tourisme, il peut être aussi totalement indépendant. Et donc là, en gros, c'est une fédération des entreprises qui composent la filière des événements en local. Voilà, donc il est amené à fédérer, il est amené à initier un certain nombre de congrès, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec ce jeu de candidature, avec les ambassadeurs. Il va jouer son rôle aussi auprès des élus qui sont concernés pour dire attention, on a identifié un congrès qui est très important, mais pour pouvoir faire la différence, en tous les cas, se donner les moyens de la faire, il faut sûrement des appuis politiques. Parce que à ce niveau-là, c'est pas parce que vous avez une excellente chaîne de services et d'accueil, ça ne suffit pas. Voilà. Donc il y a effectivement un mariage astucieux et intelligent entre la force publique, entre guillemets, et la compétence privée. Et c'est ce qui fait en général que les candidatures sont bien menées et qu'on a une activité qui est solide après. Les organisateurs sont les clients pour nous, ceux qui fréquentent les équipements, les villes. L'écosystème du numérique, c'est un tout petit peu plus récent pour nous. On viendra là, dans quelques instants sur le détail d'Innovantech. On n'avait pas spécialement matière à s'intéresser, à travailler, à s'impliquer, à se rapprocher, à trouver des synergies avec l'écosystème du numérique il y a 2 ans encore, mais on a évidemment accéléré le pas et on a organisé notre démarche en la matière. Les pouvoirs publics dans leur ensemble, là j'y mets les ministères et j'en passe, puisqu'il faut on a aussi une de nos missions qui consiste quand même à représenter l'activité au niveau national et à constituer un argumentaire pour effectivement ensuite pouvoir montrer au pouvoir public ce que représente l'activité au niveau et quels sont les enjeux au niveau national. La presse et puis les autres relais d'opinion. Voilà les différents axes où ITEM travaillait.
Bon, l'innovation, on l'a ressorti, mais en fait, c'est beaucoup plus transverse. Oui, mais vous êtes bien conscient de cela. Qualité RSE, on en a parlé. Relations avec clients, je passe assez vite parce que c'est communication, marketing, études de veille et l'influence. Parce que, voilà, comme toute activité, il faut aussi faire sa place, arriver à prouver la réalité des retombées, de l'impact dans l'économie nationale, et ça ne se fait pas tout seul, donc il faut y travailler aussi. Est-ce que vous avez des questions sur... Voilà, alors quelques événements, des temps forts dans l'année. Voilà, pour nous, c'est évidemment... Alors, je ne parle pas de rendez-vous intermédiaires où on peut avoir des temps d'échange avec notre réseau, avec les clients, avec les startups. On en a d'ailleurs un prochainement, le 19 octobre. Mais voilà, on a quelques grands rendez-vous dans l'année. Ce que vous avez là comme exemple, c'est une soirée qu'on a mis en place il y a 3 ans maintenant, qui était complètement nouvelle, avec juste cette volonté de pouvoir réunir les principaux organisateurs de congrès à un moment donné dans l'année, pouvoir les remercier et les récompenser pour ce qu'ils font déjà au travers de leur fédération, parce que on ne se rend pas compte, et souvent on ne parle pas de ça, mais l'investissement pour un non-professionnel qui doit avoir en charge l'organisation du congrès de sa profession, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, c'est du plaisir, mais c'est aussi pas mal de peine et pas mal d'engagement. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Et donc, en fait, l'idée de cette soirée, c'est de pouvoir réunir les organisateurs en un temps donné. Il y a à peu près 150, un peu plus de 150 personnes. Et voilà, donc il y a du relationnel qui se fait sur cette soirée. On récompense un certain nombre d'organisateurs, ce qui permet d'éclairer là aussi l'activité telle qu'elle existe en France et de pouvoir faire passer un certain nombre de messages. Plus récemment, ce qu'on a appelé innovation à tous les étages, je vous parlais tout à l'heure de l'événement à la Gaîté Lyrique. C'est là que nous avons lancé Innovantech. Et on a donc complètement modifié le format. Donc là, on associe les startups qui sont maintenant avec nous dans la démarche. Et c'est une façon pour elles de participer complètement, de prendre part à nos réflexions, à nos travaux, de se présenter au travers de séries de pitch bien connues maintenant, et donc de se faire connaître auprès de nos membres. Ce qu'on souhaite parmi les objectifs, c'est que nos villes et nos membres connaissent suffisamment bien tout ce qu'il existe aujourd'hui comme solution sur le marché nouvel et à venir, et prennent ce réflexe quand il n'est pas déjà pris. Ça va de mieux en mieux. On attise la curiosité et qu'ils l'intègrent autant que faire se peut dans leur offre. Parce qu'il y a effectivement des innovations très, très intéressantes. Là aussi, on y reviendra. Donc, c'est des temps de networking aussi, et puis pas mal de réflexions. Et on a donc lancé le 18 juin dernier officiellement cette démarche Innovantech, qui est parrainée par Gilles Babinet. Voilà, vous avez quelques exemples de thèmes abordés. Voilà, vous voyez que le plus souvent, on peut travailler complètement sur, je dirais, des sujets et des enjeux intemporels. Il n'y a aucun problème et on le fait volontiers. Mais ce qui nous intéresse, et je pense que ce que nous attendons de nous, c'est de regarder un tout petit peu plus loin, quoi. Voilà. Et donc c'est ce que viennent chercher les villes qui sont dans le réseau et tous ceux qui accompagnent le mouvement, quoi. C'est de quoi sera fait demain. On est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans une forme de prospective. Voilà, maîtrisée, pas non plus aller trop loin. Et puis après, on est directement opérationnel dans le sens où on relaie beaucoup l'activité de nos membres, mais aussi de tous nos membres associés et puis de nos partenaires. Et voilà, donc on a différentes voies, différents vecteurs qui relaient l'information. Et tout ça en direction du marché, plus particulièrement du marché. Notre réseau est ciblé, mais c'est surtout le marché là qui nous intéresse, les clients organisateurs. Et donc avec un fichier constitué au fil du temps et plutôt bien qualifié de 3000 contacts, 3000 références. Voilà les réseaux sociaux. Vous voulez en dire un petit mot sur le... Bien, donc récemment, on a essayé d'accélérer et de développer notre présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter,
Donc aujourd'hui, on se rapproche doucement des 1000 followers. On est également présent sur Scoopit. C'est surtout ce qui nous permet d'effectuer notre travail de veille et de transmettre une lettre de veille hebdomadaire qui aborde différents sujets, que ce soit l'innovation, le marketing territorial, l'attractivité des territoires et toutes les actualités en lien avec notre filière, MAIS, grands événements. Récemment, on a également on a également créé des profils donc, sur les réseaux plus professionnels que sont LinkedIn et Viadeo. Et l'objectif, c'est également de développer notre communauté sur ces réseaux sociaux. Mais voilà, on investit particulièrement sur le volet social depuis quelques mois, notamment en lien aussi avec la démarche Innoventech. C'est évident qu'il faut être très présent quand on veut aborder ces sujets et intégrer ces écosystèmes. Oui, donc là, l'objectif c'est donc de vous présenter en fait la démarche Innoventech dont Emmanuel vous a rapidement parlé. Donc c'est une démarche qu'on a initiée, on va dire, lors de nos journées d'études en juin 2014. Donc c'est des journées qui avaient lieu sur 2 jours à Paris. On avait rassemblé l'ensemble de notre réseau et on avait déjà souhaité aborder le thème de l'innovation. Et donc ça nous a confirmé dans l'idée de vraiment avancer sur ces sujets. Donc on va dire au 2e semestre 2014, ce qu'on a cherché à faire, c'est déjà à référencer l'ensemble des entreprises qui pouvaient proposer des solutions innovantes pour nos activités. Alors quand je parle de nos activités, c'est assez large, donc vous avez compris, c'est à la fois pour l'événementiel, la tenue d'un congrès ou d'un événement, mais c'est également tout ce qui va concerner l'accueil des congressistes sur un territoire, l'accessibilité du territoire, également l'aspect touristique. Donc voilà, tous les différents sujets qu'on a abordés. On ne sait pas uniquement les solutions qui vont servir proprement à l'événement sur place. Donc on a à la fois fait ce travail de référencement et puis on est aussi allé rencontrer des acteurs qui vont participer à développer, à activer toute cette dynamique, donc que ce soit la French Tech, BPI, le Welcome City Lab, pour un petit peu mieux comprendre comment ça se passait. Et puis vous savez bien que quand on veut intégrer ces réseaux et connaître le plus grand nombre d'acteurs qui vont s'adresser à nos problématiques, il faut se rapprocher des différents réseaux existants. Alors comment est-ce que la première étape qui s'est concrétisée suite à ce référencement, ça a été le choix qu'on a fait pour notre rendez-vous en début d'année 2015 à Nancy. Donc à Nancy, donc fin janvier, on a décidé de rassembler l'ensemble de notre réseau sur un des événements qu'on vous a présenté, sur le modèle des événements qu'on vous a présenté juste avant. Donc le centre de Prouvé nous semblait un bon lieu pour cet événement et pour le pré-lancement d'Innoventech, puisque c'est un centre de congrès qui vient d'ouvrir, c'est le nouveau centre de congrès de Nancy. Et donc on a invité 25 startups à pitcher lors de cette journée d'études. Donc en fait, 25 startups parmi la petite centaine d'entreprises qu'on avait déjà référencées. Et c'est une démarche qui a été très bien accueillie par les membres de notre réseau. Donc pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément évident. Hein. Vous avez certains acteurs, que ce soit dans les élus ou les professionnels, qui vont être déjà habitués, intéressés par ces dynamiques. Et puis il y en a d'autres, qui vont peut-être être plus résistants ou interrogatifs par rapport à l'intérêt d'intégrer ces nouvelles solutions, ne pas les connaître, ou il y a aussi la question de la concurrence. Mais globalement, ça a été très bien reçu comme démarche, ce qui nous a confirmé dans l'idée d'avancer et de structurer encore plus ce rapprochement qu'on avait engagé auprès des entreprises innovantes. Et donc en mars 2015, on a lancé ce qu'on appelle la démarche Innoventech. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un espace qu'on veut en fait à la fois collaboratif et un espace de co-développement. On propose donc aux startups qui le souhaitent, startups ou entreprises, c'est vraiment important. On n'a pas uniquement des startups dans la démarche, aussi des entreprises déjà bien développées, mais qui proposent des solutions qui nous semblent innovantes et intéressantes pour nos membres. Donc on leur propose d'intégrer le réseau France Congrès Événements.
Donc à la fois pour promouvoir leurs solutions, puisque nous l'intérêt c'est que ces solutions soient connues de nos membres et que nos membres puissent les intégrer pour développer leur compétitivité. Donc on va leur proposer de participer à nos événements comme à la Gaieté Lyrique, au travers de showrooms, de pitch. On va leur proposer de présenter leurs solutions dans nos différents supports de communication. Donc ça c'est plus pour le volet promotion. Donc leur proposer en fait d'établir un lien particulier avec notre réseau. Et le deuxième volet qui nous semble très important et sur lequel on souhaite vraiment accélérer maintenant, c'est le volet co-développement. Co-développement, co-formation, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est apparu, qui semble nécessaire. Donc co-développement, c'est peut-être proposer à des entreprises qui développent leurs solutions, qui sont en phase de prototypage, d'aller expérimenter leurs solutions sur des centres de congrès, des équipements de notre réseau. C'est proposer également peut-être des ateliers de rencontre sur certaines thématiques spécifiques. On a des entreprises innovantes qui proposent des solutions sur l'économie circulaire, le développement durable. D'autres, ça va être plus sur le paiement cashless pour les événements ou autres. Donc sur certaines thématiques spécifiques, les rapprocher de nos membres pour voir peut-être comment, de façon agile, puisque c'est très utilisé comme terme aujourd'hui, faire évoluer leurs solutions par rapport aux besoins, aux attentes de nos membres, qui sont les attentes d'un marché traditionnel et historique. Et le volet co-formation, c'est vraiment un besoin qui est apparu récemment. C'est à la fois peut-être donc formation pour les entreprises innovantes qui ne connaissent peut-être pas forcément toutes les problématiques du marché et pour lesquelles la rencontre avec nos membres pourrait être quand même très utile pour peut-être découvrir certaines attentes ou besoins qu'ils n'ont pas encore forcément identifiés. Et sur l'autre volet, comme je vous l'ai dit, tous nos membres, que ce soit élus ou professionnels, n'ont pas le même niveau de connaissance sur tout ce qui est usage des outils numériques, et pour peut-être comprendre l'intérêt de certaines solutions, notamment digitales, qui sont proposées par les startups d'Innoventech, et bien avoir comprendre, c'est-à-dire aller au-delà de l'idée de gadget et voir comment ces solutions peuvent vraiment enrichir les événements aujourd'hui, et du coup ce côté co-formation des startups vers les membres de notre réseau. Donc voilà les différentes missions qu'on souhaite développer au sein de la démarche Innoventech. Aujourd'hui, il y a 24 entreprises qui font partie de la démarche et on a référencé à peu près, sinon 150 acteurs qui proposent des solutions innovantes qui pourraient intéresser nos activités. Oui, alors juste quand même un petit mot parce qu'on parlait un peu de certains de nos membres pouvant être en résistance. Alors c'est peut-être un bien grand mot parce que c'est pas le cas, mais il y a évidemment une culture à faire évoluer. Il y a beaucoup de pédagogie à assurer. Donc nous on va le faire, mais on a nécessairement besoin aussi de relais dans certains cas. On veut d'une part travailler aussi avec les clients, ceux qui vont, qui sont les usagers, ceux qui vont utiliser les solutions, hein, pas seulement l'intermédiaire que peut être le centre des congrès ou l'office de tourisme. Ce qu'on souhaite, c'est aussi arriver à très court terme à pouvoir associer à toute notre démarche une partie des clients organisateurs, y compris d'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais on veut vraiment pouvoir activer davantage l'expérimentation et en faire un principe dans le fonctionnement d'Innoventech. On ne voit pas comment ça peut avancer concrètement sans expérimentation, et puis c'est une façon aussi finalement de co-responsabiliser tout le monde que de l'organiser de cette façon. Donc pour ça on veut pousser dans ce sens. Alors aujourd'hui, très précisément, on est en train d'identifier auprès de nos villes membres les besoins dits prioritaires. On n'a pas matière, personne n'a le temps et les ressources pour se disperser. Et donc on veut vraiment viser juste. Alors pour l'instant, on est sur cette phase qui va encore prendre quelques jours d'identification des besoins, des attentes, ce qui est quand même le minimum pour engager ce chantier. Et on va donc en reparler avec les startups là mi-octobre.
Voilà, donc ça c'est assez finalement pragmatique comme démarche. On n'est pas allé chercher, on n'a pas monté une usine à gaz. D'abord, il y a une ouverture d'esprit, je crois, puis une curiosité pour tout ce qui se fait, une prise de conscience qu'il faut quand même aller très vite et continuer à aller très vite. On n'a pas d'avance, mais on ne veut pas prendre trop de retard. Et donc, on essaie, voilà, avec et les entreprises et les équipements qui reçoivent, qui accueillent les événements ou les équipes dans les villes. On essaie, voilà, d'identifier les meilleures opportunités. On voudrait aussi, mais ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, pouvoir investir davantage le réseau French Tech, parce qu'il y a les métropoles French Tech qui peuvent, dans certains cas, aussi être des relais précieux. On voit bien que le tourisme, puisqu'on est dans un lieu dédié, est quand même très peu présent dans l'ambition tech, quoi. C'est quand même, alors, sauf le Welcome City, pardon, sauf ici, oui, où c'est vraiment, il y a un marqueur très fort, voilà. Et sinon, pour faire un tour d'horizon là actuellement en France, c'est quand même, on part de loin, voilà. Donc bon, pas pour autant qu'on est découragé, mais il faut quand même prendre conscience que il va falloir poser les briques les unes après les autres. Mais bon, ça fait partie du job et on va le faire bien volontiers. Voilà, donc pour Innovantech, alors c'est une mise en perspective. Maintenant, l'aventure est engagée. Et puis, c'est l'idée évidemment d'avoir un échange sur ce sujet-là ou sur d'autres aspects avec vous aujourd'hui. Voulez-vous présenter voilà, ce qu'on peut faire de nouveau, comment on le fait. Bon, les startups qui sont présentes au Welcome City Lab ont bien sûr leur place. Quelques-unes sont déjà dans Innovantech. Il doit y avoir 5 ou 6, je crois, entre la promotion 1 et la promotion 2. Donc, bon, voilà, avis aux amateurs et aux intéressés, on peut en reparler après, si vous êtes intéressés pour vous engager. Sur les objectifs, Bénédicte en a quand même parlé pas mal. Vous les avez là pour faire un petit résumé. Effectivement, c'est du développement, c'est du partage d'expérience, et c'est dans une dynamique constructive et porteuse, voilà, pour tout le monde. Alors ce rapprochement entre les ressources publiques et les ressources privées, on ne va pas dire que c'est nouveau parce que ça prend différentes formes, je dirais, sur les territoires, dans toutes les actions de développement qui peuvent être localement. Mais là, on a un exemple supplémentaire de rapprochement plutôt inédit et dont on a vraiment besoin, je pense, dans notre économie nationale. Et il faut le faire totalement, pleinement. Donc voilà, on est engagé. Alors là, vous avez, et Bénédicte peut peut-être vous donner le détail de la composition, la carte d'identité d'Innovantech et en gros des fonctions qui sont davantage présentes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'effort de synthèse est assez difficile parce qu'on aborde pas mal de problématiques qui sont liées, comme on vous l'a dit, à la spécificité de nos activités qui ne s'adressent pas uniquement à l'équipement et à l'événement une fois qu'il est dans l'équipement, mais bien à toute la question de l'attractivité et de la promotion du territoire, de l'accueil sur le territoire, de la circulation des congressistes ou des visiteurs d'un événement sur un territoire. Et donc c'est pour ça que voilà, vous pouvez avoir des startups, donc aussi parce que c'est un de nos soucis qui vont s'intéresser à l'économie circulaire, d'autres paiements cashless, d'autres qui proposent des solutions liées à la réalité virtuelle. Donc voilà, aux différentes étapes qui vont de la promotion d'un événement à l'accueil des congressistes et l'interactivité pendant l'événement, voilà, et sa vie après, post-événement également. Voilà, peut-être un petit mot de conclusion avec cette slide-ci, voilà, qui en gros fait la synthèse et qui met un petit peu en perspective voilà, ce vers quoi on veut tendre. Donc c'est effectivement d'arriver à rassembler davantage encore d'entreprises innovantes. Bon, là on est à 24, il n'y a pas d'objectif quantitatif, je veux dire, ce qu'il faut, c'est surtout que tout ça soit assez cohérent, complémentaire et réponde à un besoin
marché, quoi. Oui, Donc, ça a une c'est surtout pertinence. ça qui nous intéresse. Ça a une pertinence par rapport aussi au stade de développement de l'entreprise, quelle recherche, quel marché elle cible à tel moment, parce que ça vient progressivement. Voilà, des nouveaux partenaires, nécessairement pour accompagner la démarche, parce que s'il faut la développer, il faut quelques moyens supplémentaires, mais ça, on y travaille aussi. Et puis arriver, mais on l'a dit, ce travail de pédagogie, à continuer au sein du réseau même, à faire avancer les mentalités et travailler sur la maturité de nos interlocuteurs. Voilà, puis après, expérimentation, co-construction, on en a parlé, co-formation. Voilà, vous avez donc un petit peu le tableau tel qu'il existe aujourd'hui entre finalement la première partie de notre intervention qui était plutôt, je veux dire, la partie fixe et en même temps importante parce que c'est quand même le fonds de commerce qui fait que l'activité existe depuis des années et se poursuit dans le temps. Et puis effectivement cette démarche qui est assez novatrice, mais qui s'inspire de démarches déjà existantes. On n'incube pas, mais on accompagne et on essaie de travailler en bonne intelligence avec ceux qui le veulent. Voilà un petit peu pour le... Vous vouliez ajouter un petit mot sur le... Non, mais c'est de rappeler qu'en tant que tête de réseau, on a aussi ce rôle-là d'éveil sur différents sujets, que ce soit sur les études qu'on va réaliser sur les retombées économiques de la filière, mais aussi sur le rapprochement des entreprises qui proposent des solutions innovantes, la compréhension de ces nouvelles dynamiques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'investir sur ce sujet avec la démarche Innoventech. Oui, c'est d'ailleurs c'est bien de le rappeler parce que c'est toujours c'est un exercice qui n'est pas du tout évident. Je veux dire, en tant que réseau, on a quand même 50 villes métropoles. Elles n'avancent évidemment pas toutes à la même vitesse. Pour certains d'entre vous qui vous occupez déjà du sort et des enjeux pour une grande ville, vous imaginez ce que ça peut représenter pour 50. Alors évidemment, on n'a pas le même degré d'investissement sur des points très spécifiques que lorsqu'on s'occupe d'un territoire en particulier, mais néanmoins, il faut faire avec une certaine diversité, des écarts dans les atouts intrinsèques, dans les orientations qui sont données au développement, dans la compréhension des enjeux. Bon voilà, donc et en même temps, il faut pouvoir alimenter au quotidien ce marché et travailler au chiffre d'affaires, à une certaine réussite économique. Il faut pouvoir en même temps, parce que je crois que c'est notre responsabilité, on est attendu pour ça, ouvrir des voies nouvelles et donner des orientations qui vont permettre justement de consolider ou développer les affaires d'ici quelques temps. Voilà pour la présentation de nos activités, du marché. On pourra approfondir certains sujets, certains aspects. Il n'y a aucun problème. On a un petit peu de temps, je pense, Léa, pour le faire. Donc voilà, on est à votre disposition pour poursuivre. Alors oui, vous parliez du cas français où le lien entre tourisme et nouvelles technologies était encore, on va dire, en phase dans les premières phases de développement. Est-ce que si on fait un benchmark au niveau européen et par rapport à vos concurrents, mais néanmoins, on va dire, collègues, je ne sais pas si l'expression est bonne, est-ce que eux ont un positionnement sur les nouvelles technologies qui est déjà beaucoup plus développé ou beaucoup plus avancé? Quand on voit Barcelone, par exemple, ou quand on voit d'autres grandes villes ou d'autres pays européens. Sur le sujet du tourisme, pas nécessairement. Enfin, bon, je pense qu'il y a effectivement au niveau de Barcelone, au niveau de Londres, même Berlin, une vraie appétence, je dirais, pour tous ces sujets, une capacité à mettre en musique. Après, je resterai volontairement en Europe. Je ne crois pas qu'on ait du retard par rapport à ça, mais je pense qu'il faut qu'on ait justement cette capacité à s'approprier beaucoup plus vite les enjeux, parce que ça fonce. Et pour apporter un élément supplémentaire, je trouve qu'on n'a pas toujours cette capacité à voir ce que font nos concurrents. C'est-à-dire que c'est difficile de pleinement répondre à votre question, parce que autant sur des éléments et des indicateurs traditionnels, on va arriver à trouver leur façon de faire, autant sur le numérique, sur l'utilisation des nouvelles solutions, sur les
les façons de pratiquer. Alors à Barcelone, par exemple, est un excellent exemple parce qu'ils sont parvenus d'ailleurs à coupler en quelque sorte avec le Congrès mondial voilà, du mobile. Ils ont créé un écosystème assez fantastique qui évidemment sert complètement la destination, sa dynamique, et puis finalement c'est un labo ouvert sur la ville dont Barcelone bénéficie pleinement, quoi. Pas seulement sur le temps du congrès, quoi. C'est ça qu'ils ont réussi à faire qui est assez brillant, quoi. C'est-à-dire que là on est vraiment, c'est une des composantes de ce que peut bien faire le marketing territorial. Très bien. Non, merci beaucoup. 1, 2. Vous pouvez citer une innovation qui vous a paru particulièrement pertinente, utile dans le cadre d'un congrès, quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, quel que soit le sujet? Alors, ce qui est intéressant dans les solutions émergentes, c'est qu'elles permettent complètement finalement de faire vivre le congrès avant. Pendant, c'était pas trop difficile parce que ça existait déjà, mais en même temps, il y a des participations, une capacité à faire participer tout le monde, à créer des échanges, y compris de personnes qui ne voulaient pas nécessairement s'exprimer dans le cadre du fonctionnement classique d'un congrès. Et ça permet aussi finalement de donner et de poursuivre, de prolonger le temps des échanges sur un sujet précis, sur une problématique précise après le congrès. C'est-à-dire qu'en gros, ça forme des communautés qui arrivent à partager, qui n'attendent pas nécessairement le temps du congrès pour échanger, pour faire avancer un certain nombre de sujets, quoi. Et donc ça se traduit par des applis qui sont disponibles. Vous avez d'autres exemples qui sont intéressants, c'est tout ce qui est effectivement paiement sans contact. C'est quand même, voilà, d'abord c'est l'avenir, c'est déjà le présent et c'est encore plus l'avenir. Et en fait, ça facilite quand même beaucoup la vie des participants, quoi. Il y en a 24 qui sont présentes. On pourra en parler après, il n'y a pas de problème pour... En plus, elles évoluent toutes sur des champs quand même assez particuliers, donc spécifiques, donc ce serait difficile d'en citer. Alors, quand vous aviez un congrès, je dirais, dans un déroulement classique, sans solution particulière de participation, d'échange, sans générer davantage de curiosité. Vous avez par exemple une entreprise, que vous m'amenez à en citer une, il y en a une qui s'appelle Visambly, qui est assez connue sur le marché, et qui propose par sa solution de rendre les temps d'événements, mais ça se passe aussi avant et après, beaucoup plus interactifs. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre part à un moment donné, soit au travers d'un vote, soit au travers de questions que vous souhaitez poser ou de réactions que vous voulez qu'engendre un propos d'un des intervenants officiels à une table ronde. Ça, vous ne pouviez pas avant. On était quand même plutôt en position passive. Vous étiez participant à un congrès il y a encore 5-6 ans, alors que maintenant, toutes ces solutions que vous avez directement installées sur vos téléphones permettent de participer complètement et d'interagir avec les intervenants et avec les sujets qui sont partagés. Bonjour. Oui, j'avais une question. Sur votre site, il y a un comparatif des villes pour pouvoir choisir laquelle est la plus adaptée. Il y a beaucoup d'informations sur chacune des villes, mais par exemple, il n'y a pas la liste des congrès sur chacune des villes pour se faire une idée laquelle est la plus importante. Est-ce que c'est un contenu problématique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont privées? Est-ce que c'est problématique de dire il y a tant d'événements par an sur telle ville ou pas? Non, c'est pas un problème. En règle générale, les villes, ou les sites référencent les congrès à venir. Donc, ils vous donnent sur les prochains mois les principaux congrès qui peuvent se tenir dans le 10 centre ou dans la ville. Mais effectivement, on ne cite pas nécessairement a posteriori tous les congrès qui sont passés dans tel centre des congrès ou telle ville. Mais il n'y a pas de
il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut... Généralement, quand un organisateur n'en fait pas un critère absolu, je veux dire d'emblée quand il fait une recherche de ville ou de centre des congrès, c'est pas ce qu'il va mettre en premier. La ville et l'équipement a intérêt à mettre ça en référence. J'ai ce savoir-faire, j'ai reçu tel congrès avec tel temps de problématiques, tant de personnes, et donc je sais faire. Mais voilà, mais pourquoi pas, c'est des choses qui vont c'est quand même la marque d'une expérience, d'une expertise. On accueille 500 congrès par an, surtout dans tel domaine où ça me semble assez parlant, non? C'est vrai. On met quelques congrès en avant dans l'actu, hein, donc ça c'est l'activité telle qu'elle se présente dans les villes. C'est en général ce qui se fait dans la mise en avant, mais c'est vrai qu'après dans le guide, il doit y avoir quelques références qui sont données. Hein. Si vous allez sur les fiches des villes, fiches de présentation, il doit y avoir là aussi quelques références de congrès reçus sur les années précédentes. Mais quand on fait mouliner la machine, là, le moteur de recherche, c'est vrai que c'est pas un élément, c'est pas dans les critères. Okay. Surtout que les villes vont vraiment avoir chacune leur spécificité en fonction de grosses métropoles, aux villes à fort caractère touristique, mais plus au balnéaire. Et du coup, après, donner un chiffre, ça veut dire, il faudrait du coup qualifier en fonction du type de la typologie des congrès. Et déjà, si vous reprenez les agendas sur les villes, les agendas de congrès en général, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop intérêt à le reprendre pour chacune des villes, sinon ça ferait un peu une liste à la Prévert. Mais c'est vrai qu'on met plus le focus sur les gros congrès dans nos actualités, dans nos newsletters, pour vraiment toujours ramener ça aussi au volet attractivité, au volet marketing territorial. C'est ce qu'on encourage de nos villes à faire, plus que de nous donner des listes de congrès ou d'événements. C'est vraiment faire un focus sur certaines villes en présentant les caractéristiques, les atouts du congrès, ce qu'elles ont su mettre en avant dans l'accueil de ce congrès ou de cet événement. Donc, ce qui nous semble au plus sur le côté qualitatif, mais effectivement le côté quantitatif pourrait être un repère intéressant. Ok, on développe une solution d'agenda, on pourra en parler. Oui, bonjour. Je pense que j'ai bien compris l'aspect très segmenté de votre intervention, qui peut-être est un relais de ce que peut faire le Welcome City Lab dans votre domaine particulier. J'aurais aimé savoir si vous avez étudié un peu l'articulation qu'il peut y avoir avec des dispositifs qui existent, comme le Welcome City Lab, ou des pôles de compétitivité, ou des clusters, qui chacun à leur niveau peuvent éventuellement recouper ce que vous faites. Et est-ce que vous avez pensé à éviter éventuellement une déperdition d'énergie en essayant de ne pas refaire ce qui est déjà fait, et d'intégrer peut-être ces structures, ou en tout cas de s'articuler avec elles? Alors d'abord, concrètement, au moment où effectivement on a songé à créer Innovantech, on s'est assez vite rapproché de Laurent Cage et de l'équipe pour leur présenter le projet et puis les associés. Donc, le Welcome City Lab, et on a deux partenaires aujourd'hui à Innovantech. Il y a le Welcome City Lab et la BPI France. Voilà. Et BPI France. Voilà, donc on ne s'est pas lancé du jour au lendemain. On a beau être très convaincu qu'il faut aller dans ce sens-là, on voulait effectivement éviter l'écueil de reproduire à l'identique ce que font d'autres, mais plutôt de s'inspirer de ce qui peut être fait et d'arriver à, d'une part, l'adosser le mieux possible à nos sujets, hein, nos premiers sujets de préoccupation, ce pourquoi nous sommes là, et puis d'arriver à l'installer dans le paysage national. Voilà, donc c'est ce qui fait peut-être la différence aussi avec le Welcome City Lab, qui a un rayonnement plus large que Paris et l'Île-de-France, hein, mais qui doit s'occuper de l'attractivité par ce biais-là de la capitale. Donc non. Et puis on est en contact régulier, on essaie d'être dans la complémentarité dès que c'est possible. Et je pense que là, le fait qu'on soit sur un marché, une activité que le Welcome City Lab connaissait peut-être un petit peu moins au départ, ça est aussi en cela intéressant. Voilà, il y a Vipari qui est fondateur du Welcome City Lab, mais je pense que pour en avoir déjà parlé avec Laurent, ça l'intéresse aussi beaucoup qu'on puisse apporter notre regard, notre connaissance sur ces sujets-là. Et alors les pôles de compétitivité, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais
Donc on a fait un travail, mais qui a quelques années maintenant, c'était en 2010, où on a interrogé clairement l'ensemble des pôles de compétitivité sur leur pratique des congrès et autres réunions et salons, savoir comment ils voyaient ce média, comment ils l'utilisaient eux-mêmes, et s'ils avaient pensé à installer et à travailler en synergie avec les équipes compétentes localement, puisqu'il y a quand même 71 pôles de compétitivité en France, et là on ne parle que de ceux qui sont labellisés. Après, il y a plein d'autres filières d'excellence tout aussi intéressantes à exploiter, mais qui ne sont pas dans le cadre. Et voilà, c'est donc l'idée de dire, attendez, là, à mon sens, regardez de très près, mais il y a forcément quelque part une conférence ou un salon qui est en rapport avec votre activité. Il n'est peut-être pas sur votre territoire, mais du coup, pourquoi on ne ferait pas venir sur ce territoire, qui est le vôtre, donc avec la légitimité du territoire et des compétences existantes, ou est-ce qu'on ne créerait pas un événement, ce qui est la plupart du temps le cas, c'est-à-dire rares sont les équipes qui vont faire venir un événement déjà existant et plutôt bien implanté ailleurs, mais en revanche, on a assisté à des événements qui se sont créés ex nihilo, parce que correspondant à un besoin du pôle ou de la filière, en disant mais c'est vrai qu'on n'a pas finalement, c'est une forme de faire valoir qui est très intéressante, de partage, allons-y. Voilà. Et après, il faut savoir qui prend le risque, parce qu'on ne fait rien sans rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes idées, mais il faut ensuite pouvoir les matérialiser et financièrement, même si le centre des congrès est dans cette forme d'intelligence économique qui consiste à dire je me sens investi dans une logique de marketing de mon territoire, et donc je participe et j'apporte ma contribution parce que j'ai un savoir-faire en la matière et je peux mettre à disposition telle ou telle salle, tel ou tel espace pour que la manifestation vive. Bon, il faudra toujours un minimum d'engagement financier quand même pour accompagner le tout, quoi. Voilà, donc ça se construit, mais ça se construit pas du jour au lendemain. Mais on est dans ces logiques-là. Et rapprocher au maximum les compétences et les logiques, si vous voulez. Et ma question, c'était peut-être plutôt concernant les entreprises qui évoluent, qui font du service sur ce secteur des salons et congrès. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un pôle de compétitivité qui agrège, à vocation locale ou nationale, qui agrégerait ces entreprises-là et qui leur permettrait de rencontrer des grands comptes, des structures comme la vôtre, ou de faire de l'innovation collaborative un peu comme vous le faites? Pôle existant, à ma connaissance, non. Il y a eu une velléité d'en constituer un sur Paris à un moment donné, qui était d'ailleurs au moment où naissaient ou poussaient les pôles de compétitivité. La question s'est sérieusement posée, et puis voilà, il y a eu effectivement échec. Mais à part, si je ne suis pas dans tous les petits papiers, et donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de naître quelque part, mais voilà, je suis pas au fait. En revanche, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, sans nécessairement travailler sur la constitution d'un pôle qui soit gigantesque, hyper fédérateur, et que finalement son action soit visible, emblématique, mais ne rende pas nécessairement, ne donne pas l'opérationnalité qu'on peut attendre au niveau d'une entreprise, il vaudrait mieux infuser, je pense, un peu partout ces sujets-là dans les différentes villes, métropoles qui sont assez matures, qui commencent à avoir un semblant d'organisation, un semblant d'écosystème, en même temps touristique et en même temps numérique, pour avancer dans ce sens-là. Et là, je pense qu'il y a effectivement matière à mutualiser, à trouver une voie de production, quoi, utile et intelligente, quoi. Donc on y travaille. Voilà. Mais la plupart des French Tech aujourd'hui nous disent ah ben non, le tourisme, on n'a pas pensé, on a pensé à banque, on a pensé à assurance, on a pensé mais on est nul, hein. Voilà. Ben non, mais on est nul, il y a un temps de lobbying, on n'est pas. Je parle du tourisme en général, voilà, la famille, tourisme. Bon. Mais on se met dedans, donc on peut aussi, voilà. C'est dommage, on peut le regretter, mais en même temps, c'est pas forcément les très gros projets qui font les très grandes efficacités, hein. Moi, j'aime plutôt bien les projets qui partent de la base et du terrain. Je me méfie un peu plus des projets qui partent de très haut, par expérience. Enregistré, tant pis, hein. Est-ce qu'on n'est pas un peu quand même sur un secteur qui est assez old school, notamment je veux dire au niveau des territoires membres,
Et en fait, comment est-ce que vous communiquez avec eux sur Innoventech et quelle perception ils ont un petit peu et comment est-ce qu'ils reçoivent vos propositions? Voilà, il faut le replacer dans son contexte. Hein. On considère quand même qu'on est au démarrage, c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui est quand même beaucoup plus actif depuis 3 à 4 ans en France autour de ces sujets innovation, numérique et autres voies. Et nous, on commence à placer effectivement Innoventech dans le paysage. Ce qu'on peut remarquer dans les premiers résultats de l'enquête qu'on a engagée, parce que ça c'est un point fondamental, hein, je veux dire, c'est la capacité quand même qu'ont nos membres à pas seulement suivre, c'est eux-mêmes à initier des choses. Pour l'instant, on voit qu'on a quand même un peu de chemin à faire, un peu plus peut-être encore que ce qu'on ne pensait. Et pour rejoindre la remarque, la réponse que j'ai formulée avant, c'est aussi par ce biais-là. J'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas davantage de rapprochement vers voilà, des acteurs comme le Welcome City Lab, même s'ils ne sont pas spécifiques au tourisme, il existe maintenant un peu partout des relais qui parlent innovation, il y a des mutualisations, il y a des compétences. Et donc, je ne comprends pas toujours pourquoi les acteurs du tourisme n'osent pas davantage aller vers ceux qui vont aussi les faire avancer. Je veux dire, et on reste effectivement, bon alors old school, je ne sais pas, je ne leur prendrai pas forcément, mais en tous les cas, au niveau des mentalités, il faut que ça bouge très vite. Voilà. Je l'ai dit très spontanément il y a 5 minutes. Hein, je trouve que même au niveau, voilà, que ce soit au niveau local, mais plus largement dans la famille tourisme, on n'ose pas assez. Je ne sais pas si c'est lié au complexe, je ne sais pas si c'est lié à un problème de cohésion, sûrement. Il y a un problème d'identité. Hein. Et qui fait l'identité de la famille tourisme aujourd'hui? Personne. Et on nous parle souvent de confédération. Bon, bref, c'est pas forcément le sujet, mais quand même un peu. Je sais par exemple qu'au niveau touristique, les hôtels, ils restent dans des standards de marque, des choses comme ça. Et c'est aussi là-dessus où souvent ça bloque avec eux. Est-ce que vous avez ce genre de contraintes, un peu des standards Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais finalement c'est peu par rapport à ce qui doit être fait, c'est aussi une façon de les amener à écouter ce qui est dorénavant une réalité économique, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui ont plein de bonnes idées, qui ont des savoir-faire. Et je ne crois pas qu'il y ait d'un côté le mal et de l'autre le bien. Je veux dire, la vérité, elle est souvent au milieu. Et notre rôle, c'est de leur dire venez voir, rencontrez, découvrez. Vous vous approprierez les choses ou non, mais venez, faites cet effort. Dans certains cas, je crois qu'on peut parler d'efforts, ils se font mal culturellement. Et pour rejoindre le point que vous soulevez, oui, il y a certainement un problème, ça les met un peu en opposition avec des acteurs et des partenaires traditionnels. Mais je crois que c'est un faux problème et que ça tient plus du prétexte que du vrai problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a possibilité aujourd'hui de pouvoir mixer les choses. Voilà. Et je crois que ça ira de mieux en mieux d'ailleurs. Oui, si je peux apporter un petit témoignage, pour être passé plusieurs années dans les chambres de commerce et avoir essayé d'accompagner les entreprises, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est d'une part la culture du tourisme, qui au départ est un tourisme de cueillette chez beaucoup de prestataires, qui a mis du temps à prendre conscience qu'il fallait évoluer et se mettre dans une démarche de marketing de la demande et pas de l'offre. Il y en a encore beaucoup de personnes qui parlent de marketing de l'offre pour le tourisme. D'autre part, on a aussi un secteur, et ça c'est propre à toute l'industrie et l'économie en France, qui est majoritairement composé de très très petites entreprises et qui croulent sous les suggestions de projets, de démarches, d'investissements, qui ont déjà du mal à se rénover, qui ont la tête dans le guidon, qui sont déjà très pris par leur gestion au quotidien. Je pense surtout aux hôtels et aux restos, hein, pas forcément aux gros centres de congrès, et encore que parfois les équipes sont aussi très restreintes et les moyens également.
Et je vois, nous, quand on était en chambre et qu'on essayait de leur proposer des démarches qualité ou de gestion environnementale, oulala, ça leur paraissait déjà très très loin. Et souvent, on entendait, oui, bah, y a mon voisin a qu'à commencer et puis on verra. La remise en question est assez difficile dans ce secteur. Et même si effectivement, ils ont mis du temps, et on a mis du temps à s'y mettre, on s'y met petit à petit. Donc on est effectivement un peu en retard, mais je pense qu'on peut rattraper ce retard rapidement, notamment grâce aux nouvelles générations. C'est aussi un autre facteur, c'est que beaucoup d'entreprises sont encore aux mains d'anciens qui ont eu du mal à faire ce saut technologique. Beaucoup d'entreprises d'hôteliers, quand j'étais en PACA, faisaient encore leur résa sur papier, quoi. Donc c'était difficile de leur parler innovation, intelligence économique, alors que déjà les démarches qualité, ils avaient du mal. Et alors la gestion environnementale, ça leur paraissait super loin. Donc voilà, toute cette adaptation, cette modernisation du tissu entrepreneurial du tourisme français est assez compliquée. Sans parler effectivement des questions de gouvernance, où on est très nombreux en tant qu'institutionnels à aller leur proposer des démarches, chacun avec nos discours. Et effectivement, ils croulent sous les propositions et les suggestions, quoi. Voilà. C'est intéressant, je voudrais rebondir. Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer justement le marketing de la demande à l'offre de start-up, puisque en théorie, une start-up n'existe que par le problème qu'elle résout, et que plutôt que d'amener des gens de l'industrie du tourisme à fréquenter des start-up en mode on vous présente une offre, ce que ces start-up font, est-ce que ça ne serait pas plutôt utile de collationner le besoin, et donc des organismes comme vous qui pourraient en faire la synthèse ou une analyse statistique en disant ça ressort souvent, et ensuite de mettre ça sur la table devant des startups en disant c'est ça le problème à résoudre? Oui, alors c'est vrai qu'on est en train d'identifier les besoins auprès de nos membres directs, mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va très rapidement associer les clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se disperser, hein. Ça ne sert à rien d'interroger les 3000, mais il faut qu'on arrive à sortir un panel représentatif et qui se sentent particulièrement concernés par ces sujets-là. Et voilà, ça s'appelle. On ne peut pas faire d'open innovation sans y associer les utilisateurs finaux. Donc, effectivement, d'avoir l'intermédiaire que représente le centre des congrès, qui est lui-même prescripteur. Il reçoit l'organisateur, il lui présente les lieux, il lui présente les différentes prestations techniques possibles. Dans les prestations et dans les services innovants, il y a toutes les solutions aujourd'hui disponibles et développées par les startups, et encore plus demain. Et donc, c'est normal qu'ils connaissent ce marché et qu'il soit capable ou non de le mettre dans son catalogue. Il n'en veut pas. Bah, à ce moment-là, c'est le client organisateur qui va soit exercer et formuler la demande. Je pense qu'on aura les différentes situations. Aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est encore une dichotomie entre ceux qui ont très bien compris, qui vont vite, qui s'approprient ces solutions pour les mettre dans le portefeuille, et les autres qui sont encore à la traîne, et c'est effectivement à un moment donné les organisateurs, les prescripteurs qui vont pousser, quoi. Mais alors justement, je me suis peut-être mal fait comprendre et je vais un peu moins loin que vous. Je m'arrête au centre de congrès. En fait, mon idée, c'est que c'est pas forcément intéressant et viable de leur présenter des solutions et après de dire mais il y a ceux qui comprennent pas, il y a ceux qui pigent vite et qui vont adopter ces solutions. En fait, il faudrait plutôt leur demander à eux qui sont les intermédiaires quels problèmes ils ont. C'est ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est un travail qu'on fait actuellement là. C'est agnostique en termes de solutions. Voilà, c'est si déterminé. Indépendamment des 24 startups que vous avez et d'autres que vous pouvez avoir, ouais. Il faut exprimer le problème. Après, qu'il soit résolu par une des startups ou pas, et après, charge à vous de trouver une startup qui le résolve ou de le fournir à une de vos startups qui peut pivoter ou travailler dessus. Mais il faut à un moment donné qu'il y ait une expression des problèmes. Je vous suis totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça hors sol, pour faire simple. Bien sûr qu'on est obligé, à ce stade, maintenant que la structure est posée, il faut qu'on aille très très vite sur l'identification des premiers besoins et attentes. Ça, c'est clair. Et donc c'est le travail actuel. Et c'est là où votre positionnement est intéressant à la fois pour les centres de congrès et pour les startups, parce que c'est aussi très difficile pour la startup d'aller interroger son marché, de faire la synthèse des problèmes et d'imaginer des solutions à partir de ça. Donc si vous pouvez traduire... Mais c'est clairement un besoin qui est ressorti des premiers échanges qu'on a eu avec les startups qui ont intégré la démarche. C'est leur donner accès pour des études de marché ou même pour des terrains d'expérimentation pour tester leurs solutions par rapport à des besoins qui seraient exprimés spécifiques par nos membres, soit pour faire évoluer leurs solutions, soit pour penser une solution. Mais je pense que la démarche, les deux démarches sont complémentaires.
à la fois leur proposer des solutions pour peut-être aussi la création de produits, d'une offre nouvelle de services auxquels elles n'auraient pas pensé et qui peut être intéressante pour elles, mais aussi partir effectivement de leurs besoins ou problèmes, mais qui, voilà, il faut identifier, mais c'est ce qu'on est en train effectivement d'engager. Ouais. Oui, j'ai juste une question par rapport à votre accompagnement et la démarche holistique, véritablement, maintenant qui intègre des startups. C'est qu'à chaque fois que quand je vois marketing territorial, smart city ou startup, je pense aussi à des financements qui sont avec le problème du financement, justement. Et est-ce qu'il y a un travail de veille et de sensibilisation qui est fait par rapport notamment au financement européen? Je pense au programme Horizon 2020, par exemple, qui justement touche l'urbanisme, touche les nouvelles technologies, enfin vraiment qui touche toutes les problématiques que vous avez évoquées. Et oui, voilà. Est-ce que les collectivités locales ou territoriales sont au courant de ces financements? Est-ce qu'elles sont aiguillées vers ceci? Est-ce que les entrepreneurs le sont aussi? Ou est-ce qu'il y a vraiment aussi un manque de connaissances par rapport à ces possibilités? Sur nos sujets en particulier, je pense que la connaissance, elle est faible. Après, je pense que les collectivités ont connaissance quand même des dispositifs existants. Alors après, selon les tailles et les ressources, c'est variable en termes de niveau de connaissance et d'appréciation des opportunités, mais voilà, si on isole notre activité, je dirais non, quasiment pas. Donc il y a sûrement un vrai travail, même à notre niveau, d'identification des leviers possibles, quoi. Parce que je pense qu'on est dans la bonne voie, mais la question des moyens va se poser très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non? Oui. Ça passe par un entretien très informel, mais très structuré quand même pour avoir une connaissance et en même temps vous de nous et de la façon dont on va avancer. Mais maintenant, là pour le coup, vous savez quasiment tout. Et puis que nous on apprenne à vous connaître. Voilà les solutions aujourd'hui disponibles, les développements en cours. Voilà comment vous positionnez aussi par rapport aux autres, par rapport à notre marché. Enfin, c'est tout ça dont on a besoin d'apprécier. Mais ça se fait souvent assez facilement. Léa, c'est un mot de fin? Non? Bon, bah écoutez, on était en famille, alors merci d'avoir été avec nous et puis merci de ces échanges. À bientôt.